Éruption volcanique. Le soleil serait masqué pendant des années. Tremblement de terre et tsunami dévastateur. Il est possible que les extraterrestres eux-mêmes aient une influence sur ces incidents. Astéroïdes frappant la Terre, causant l'extinction d'un grand nombre d'espèces. Ces phénomènes ont été délibérément provoqués. Les plus grands cataclysmes que le monde ait connus sont-ils des événements naturels ou déclenchés par une force surnaturelle? Je ne pense pas qu'on puisse rayer l'hypothèse que des extraterrestres très avancés technologiquement cherchent à anéantir l'humanité. Des millions de personnes autour du monde pensent que des extraterrestres leur ont rendu visite. Et s'ils avaient raison? Les anciens astronautes ont-ils façonné notre histoire? Les catastrophes naturelles le sont-elles vraiment? Vendredi 11 mars 2011. À 70 km de la côte nord-est du Japon, un séisme d'une magnitude de 8,9 provoque une déformation brutale du fond océanique. À 320 km de là, à Tokyo, les immeubles s'ébranlent. Une demi-heure après le tremblement de terre, un tsunami de 10 mètres de haut frappe la région de Tohoku. La vague s'enfonce jusqu'à 10 km dans les terres, détruisant tout sur son passage. Les autorités locales estiment le nombre de pertes humaines dues à ce raz-de-marée à 19 000. Un tsunami est une onde de choc provoquée par le mouvement rapide d'un grand volume d'eau qui peut produire une très grande énergie sur une longue distance. Rien ne peut arrêter ces vagues. Leur puissance est telle qu'elles peuvent causer des dégâts monumentaux en frappant les côtes. Mais un tsunami ne peut être provoqué que par un phénomène très puissant. La plupart du temps, il s'agit d'un tremblement de terre frappant le fond marin. Le Japon est habitué aux tremblements de terre. Mais tout est allé si vite que personne n'a eu le temps de s'échapper. Vous pouvez être un pays à la pointe de la technologie, vous vous retrouverez toujours totalement démuni face à de tels désastres. D'après l'agence de presse japonaise Kyodo, les jours suivant le cataclysme, des milliers d'ovnis auraient été vus survolant les terres désolées. Si cela est vrai, qu'est-ce que ça signifie? Il est intéressant d'observer que juste après ce tsunami, un accroissement du nombre de témoignages d'ovnis est apparu. On peut éventuellement se dire que c'est parce que les extraterrestres s'intéressent d'une certaine manière aux catastrophes ayant un impact sur notre démographie. À moins que ce soit les extraterrestres eux-mêmes qui provoquent ce genre d'incident. Serait-il possible, comme le dit la théorie des anciens astronautes, que des forces venues d'ailleurs puissent déclencher des catastrophes? La Crète, au milieu de la mer Méditerranée, est la plus grande de toutes les îles grecques. En 365 après Jésus-Christ, cette paisible province de l'Empire romain a été dévastée par un tsunami provoqué par un séisme sous-marin. Si l'on en croit les historiens de la Rome antique, le tsunami aurait également ravagé Alexandrie en Égypte, ainsi que plusieurs villes du pourtour méditerranéen.
Le séisme survenu en 365 en Crète était l'un des plus grands cataclysmes de la région méditerranéenne. Il a certainement atteint une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter. C'était un séisme majeur qui a entraîné un tsunami et soulevé une partie de l'île de 9 mètres. C'est dire sa violence. Si l'on en croit la mythologie grecque, c'est Poséidon, le dieu de la mer, surnommé l'ébranleur du sol, qui était le seul à pouvoir déclencher les séismes, mais aussi les tempêtes et les raz-de-marée. Pour la plupart des anciens, associer ces cataclysmes aux divinités était une évidence. Et dans la mesure où ces catastrophes provoquaient des destructions monumentales, il fallait faire en sorte d'apaiser les dieux pour les éviter. On dit de la Crète qu'elle est la terre des dieux. On peut aujourd'hui y visiter certaines grottes que l'on présente comme étant l'endroit où Zeus lui-même aurait passé son enfance. Il est donc compréhensible que lorsqu'un événement aussi catastrophique se produisait en Crète, les gens de l'époque puissent craindre pour le sort de l'humanité. Poséidon a peut-être montré sa colère. À l'époque, les premiers chrétiens tentaient d'imposer leur religion par rapport au culte païen. Ce tsunami a détruit des villes très ancrées dans le paganisme. Ça a permis aux chrétiens de devenir dominants. Poséidon n'était-il qu'un mythe? Ou bien un être surnaturel qui a pu vraiment exister? Un être venu d'un monde lointain, comme l'avance la théorie des anciens astronautes. On représente toujours Poséidon avec son arme ou son instrument, le trident. C'est ce trident qui causait les séismes et les tsunamis. Il lui permettait de contrôler les océans. On peut se demander si, au fond, ce n'était pas une sorte d'appareil extraterrestre ultra perfectionné. Les armes utilisées par les dieux grecs peuvent être comparées aux armements modernes. D'ailleurs, la marine américaine a développé des missiles nucléaires destinés aux sous-marins, appelés Poséidon et Trident. Le fait que les Crétois se soient tournés vers la religion chrétienne a peut-être provoqué la colère de Poséidon. Est-il possible que les désastres provoqués par les séismes et les tsunamis aient été provoqués par une technologie extraterrestre, comme le prétend la théorie des anciens astronautes? Si c'est le cas, de tels événements ont-ils pu avoir une influence sur le destin de l'humanité? Peut-être que la réponse se trouve dans un projet militaire récent, visant à utiliser la météorologie comme arme de destruction massive. Haïti, 12 janvier 2010. À 16h53, un séisme de magnitude 7 frappe la capitale Port-au-Prince de plein fouet. Les dégâts sont phénoménaux. C'est la pire catastrophe subie par ce pays en plus de 200 ans. Un tremblement de terre qui n'affecte personne est un risque naturel. Lorsqu'il impacte une population, en revanche, il est considéré comme une catastrophe naturelle. Et lorsqu'il provoque des centaines de morts et détruit quasiment tout, il devient un cataclysme. D'après les journaux haïtiens, des missionnaires auraient aperçu une étrange boule de lumière flotter dans les cieux 24 heures avant le drame.
Des liens entre la présence d'ovnis et des tremblements de terre ont été faits à maintes reprises. Mais les scientifiques les ont ignorés jusque dans les années 60, suite à l'apparition de photos prises au Japon. Ils ont à ce moment-là admis que les tremblements de terre étaient accompagnés d'étranges phénomènes aériens. Ce phénomène, appelé feu de tremblement de terre, aurait une explication géophysique, selon certains scientifiques. Un tremblement de terre se produit quand deux plaques tectoniques se déplacent l'une par rapport à l'autre. Ce mouvement produit une énergie considérable. S'il s'agissait de la combustion d'un gaz libéré pendant que deux plaques tectoniques s'écartent, le phénomène serait bref. Mais il est question de lumière restant immobile dans le ciel. Ces lueurs étranges sont-elles vraiment dues aux quantités d'énergie immenses produites par un séisme? Ou bien seraient-elles liées, ainsi que les catastrophes dites naturelles, à une action délibérée d'origine extraterrestre? En 1996, l'armée de l'air américaine a réalisé une étude secrète baptisée 2025 Report. Il s'agissait d'imaginer les armes et les tactiques de combat de l'an 2025. L'un des grands secteurs de recherche de cette étude était l'exploitation de phénomènes météorologiques induits comme arme de guerre. Beaucoup de gens vont croire qu'utiliser la météo comme arme est une idée tout droit sortie d'un film de science-fiction. Surtout si l'on prétend que modifier le temps peut entraîner la perte de toute une nation. Mais ce document est aujourd'hui dans le domaine public. Tout est vérifiable. Nous savons que le gouvernement américain et l'armée ont mené d'importantes recherches sur ce sujet. L'un des grands avantages d'utiliser une arme météorologique est qu'il est très difficile d'identifier son assaillant. L'autre grand avantage, c'est que la météo peut causer bien plus de dégâts qu'une arme conventionnelle. Vous pouvez par exemple générer un énorme orage qui traverse tous les États-Unis. Les dégâts qu'il causerait seraient comparables à ceux d'une bombe nucléaire. Les tentatives de contrôler la météo au cours des combats ne sont pas nouvelles. Une expérience avait d'ailleurs été réalisée au Vietnam. L'armée américaine a cherché à envoyer des nuages au-dessus de la piste d'Ho Chi Minh pour déclencher des pluies torrentielles. L'objectif était de couper toute possibilité de ravitaillement aux poches de guérilleros Viet Cong sévissant dans le sud. Cette opération a été en partie un succès. Si les militaires actuels peuvent manipuler la météo pour provoquer des catastrophes naturelles, comment croire que personne ne l'a fait avant? Des armes similaires ont-elles pu être employées dans les temps anciens? On trouve depuis la nuit des temps et dans le monde entier des mythes évoquant une immense inondation détruisant toute civilisation. On peut lire à la fois dans la Bible et le Coran la légende de l'arche de Noé et du déluge. Dieu était mécontent que les hommes vivent dans le péché. Il a envoyé le déluge en guise de punition, mais aussi d'acte de purification. Il avait décidé d'anéantir toute forme de vie sur terre. Mais il voyait en Noé un homme juste. Il lui dit alors comment construire son arche pour survivre à ce cataclysme. Noé devait réunir des couples de toutes les espèces menacées et les réunir avec sa famille à bord de l'arche qu'il avait construite. Puis la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits, inondant la terre. Tout ce qui vivait sur la terre ferme mourut. Un cataclysme similaire est décrit sur des tablettes mésopotamiennes datant de 1200 ans avant Jésus-Christ. Ce texte sumérien, connu sous le titre d'Épopée de Gilgamesh, décrit un déluge déclenché par des dieux en colère contre l'humanité et la désignation d'un petit groupe d'élus appelés à survivre. Les dieux ont créé l'humanité pour qu'elle réalise le travail qu'ils attendaient d'elle. Mais si on en croit les mythes mésopotamiens, les humains ont commencé à semer un peu trop le trouble à leur goût. Ils sont devenus bruyants, défiaient leur autorité. Il était temps de les éradiquer. C'est exactement ce que ces récits de la création racontent.
Ces légendes, relatant de gigantesques inondations détruisant le monde, sont-elles fictives ou bien réelles? Si elles sont réelles, seraient-elles le fait d'une puissance extraterrestre, comme le dit la théorie des anciens astronautes? Si l'homme est capable d'utiliser la météo comme une arme au XXIe siècle, pourquoi les extraterrestres n'auraient-ils pas pu le faire avant nous? Et si les anciens astronautes en étaient capables? Je pense qu'on ne peut pas effacer l'hypothèse que les déluges qui ont existé au cours de l'histoire pourraient ne pas avoir été causés par Dieu, mais par des extraterrestres, ayant accès à une technologie avancée et cherchant à éradiquer l'humanité. Il existe des milliers de récits d'inondations à travers toutes les civilisations du monde. Les archéologues expliquent que si ces récits sont similaires, c'est qu'ils se basent sur des craintes universelles. Mais je pense qu'il existe une explication beaucoup plus simple que celle-ci. Ces récits sont pour moi un témoignage de ce qui s'est passé à la fin de l'ère glaciaire. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est qu'associés à ces récits de dévastation, on trouve également des légendes d'êtres supérieurs au pouvoir incroyable, eux aussi pris au piège par ces cataclysmes. Les récits de déluge sont très intéressants. Il y est dit que les anges, les dieux, ou peu importe comment on les appelle, en ont eu assez de l'humanité. Ils auraient eu la volonté de l'éradiquer purement et simplement, de la rayer de la carte. C'est l'illustration parfaite de la théorie qui avance que les extraterrestres en ont eu assez de l'Homo sapiens. Il est possible qu'ils aient engendré une sorte de catastrophe, une inondation massive pour les exterminer. Mais il est également possible que des extraterrestres bienveillants aient cherché à nous prévenir de l'arrivée de cette catastrophe, pour nous sauver. Les déluges racontés dans les écritures sacrées ont-ils réellement une cause extraterrestre? Ou bien est-il possible, comme le pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, que les extraterrestres aient cherché à nous aider à survivre? On pourra peut-être trouver la réponse au cœur des endroits les plus dangereux au monde, les volcans. Nous sommes en Indonésie. Cet archipel est formé de plus de 17 000 îles. On y trouve pas moins de 129 volcans en activité. En avril 1815, le mont Tambora est entré en éruption, déversant sa lave, sa fumée et ses cendres. La quantité de matière dégagée lors de cette éruption est estimée à 175 km3, ce qui en fait l'une des plus importantes de toute l'histoire de la volcanologie. Elle a également été la plus mortelle, avec près de 71 000 victimes. Ce cataclysme a impacté le monde entier. L'année 1816 n'a pas connu d'été. Il y avait une raison très simple à cela. Les cendres sont restées en suspension dans l'atmosphère, ont masqué le soleil et ont provoqué une baisse de la température moyenne annuelle. Tant que le volcan est éteint, tout va bien. Mais s'il entre en éruption, rien ne pourra l'empêcher de faire des ravages. Ces catastrophes ont emporté des millions de personnes au fil des âges. Si l'on en croit à la tradition religieuse locale, les volcans sont sacrés. Le mont Tambora serait même l'œuvre des dieux eux-mêmes. Mais pourquoi les avoir créés? La réponse pourrait se trouver au cœur de l'un des volcans les plus dangereux qui soit, le mont Merapi en Indonésie. Pour les anciens Javanais, il s'agirait du centre du monde. Il se trouve d'ailleurs à quelques kilomètres d'un mystérieux ancien temple bouddhiste appelé Borobudur. Il est évident que l'emplacement de certains temples
peut nous interpeller dans certains cas. Ce temple en particulier est absolument fascinant puisqu'il se trouve face à un volcan représentant le centre de l'univers. Dans la grande majorité des cas, ces volcans sont liés à une personnalité mythologique, que ce soit un dieu, les géniteurs d'un dieu ou autre chose. Construit entre le 8e et le 9e siècle, le temple de Borobudur a été conçu comme une pyramide maya et présente un vaste dôme entouré de 72 petits édifices représentant Bouddha installé sous une coupole, appelée stupa. Est-il possible, comme le dit la théorie des anciens astronautes, que ce temple ait été bâti en l'honneur des êtres divins venus rendre visite aux habitants du mont Merapi? Il ne fait aucun doute que Borobudur était un lieu de pèlerinage, construit parce qu'un événement majeur s'est produit ici même, sur cette île volcanique, dans un lointain passé. Ce volcan était si grand et si incompréhensible pour eux qu'ils ont construit ce temple et ses stupas dirigés vers le ciel. Chacun de ces stupas, ces coupoles, représente un chariot des dieux, le véhicule qui leur permettait de rejoindre l'espace. Ce temple a une forme très particulière. Il s'agit en quelque sorte d'une pyramide aplatie avec une structure au sommet qui semble s'être posée dessus. La grande question est, pourquoi avoir choisi cette forme spécifique? Est-ce le témoignage d'un événement qui se serait produit à cet endroit ou qui se produisait régulièrement à cette époque? Dans le monde entier, on trouve des divinités auxquelles on prête le pouvoir de contrôler les volcans, de provoquer des séismes ou des éruptions. Les Indonésiens notamment pensent que le mont Merapi abrite la cité des dieux tout entière. Quand je lis des récits anciens de dieux des volcans, entrant ou sortant de leurs cratères, je ne peux m'empêcher de me demander s'il s'agit de simples légendes, nées dans l'imagination de nos ancêtres, ou de faits ayant au moins une partie de vérité. Et la réponse est évidente. Il ne s'agissait en rien d'un mythe, mais bien d'extraterrestres venus de l'espace à bord d'authentiques vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce qui pourrait rendre nos volcans si attractifs pour ces visiteurs de l'espace? Et ont-ils la faculté de déclencher des éruptions? Hawaï. Dans cet archipel du milieu du Pacifique, se trouve le mont Kilauea. Ce volcan est le plus actif au monde. Il laisse s'écouler sa lave sans discontinuer depuis 1983. D'après d'anciennes légendes hawaïennes, il est habité par Pelé, la déesse de la foudre et du feu. Elle vit dans le cratère d'un volcan situé sur la plus grande île d'Hawaï. Je suis allé sur place, le cratère est immense. On imagine à peine la divinité qui pourrait y vivre. Elle serait descendue d'un monde situé par-delà les nuages. C'est un grand mystère. Nul ne sait d'où elle vient exactement. Est-il possible, comme l'indique la théorie des anciens astronautes, que la légende de Pelé ait un lien avec une rencontre du troisième type? L'armée américaine a choisi Cheyenne Mountain, près de Colorado Springs, pour installer un centre de commandement stratégique réputé imprenable au cœur d'une montagne. Des récits anciens tendent à prouver que des divinités ou des extraterrestres auraient fait de même dans des volcans. Et lorsque leurs secrets risquaient d'être découverts par la population locale, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que de déclencher une éruption.
Y a-t-il quelque chose d'extraterrestre derrière ces légendes sur des divinités volcaniques? Ça ne fait aucun doute. Nos ancêtres vénéraient la nature. Il y avait un dieu du tonnerre, un dieu de la pluie, et même un dieu du volcan. Mais il existe une limite infime entre le fait de vénérer la nature et quelque chose d'autre. Par quelque chose d'autre, j'entends les extraterrestres, des voyageurs de l'espace venus d'un autre système planétaire. Certains des volcans les plus actifs de notre monde ont-ils pu abriter des puissances extraterrestres, comme le prétend la théorie des anciens astronautes? Les chercheurs pensent que d'autres indices peuvent être trouvés dans l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde. C'est en Afrique du Nord que se trouve le désert du Sahara. S'étendant sur 9 millions de kilomètres carrés, c'est l'une des régions les plus chaudes et sèches au monde. Il y pleut en moyenne 8 mm d'eau par an. Pour survivre dans de telles conditions, l'homme a dû s'adapter ou mourir. Les historiens se penchent régulièrement sur le cas du désert du Sahara, en se demandant ce qui a bien pu faire de cet endroit un lieu si désolé. Dans la partie algérienne, près de Tassili en Adjer, on trouve de nombreuses peintures rupestres estimées à 8000 ans avant Jésus-Christ, montrant cette région à une période où la végétation était luxuriante. Qu'a-t-il bien pu se passer ensuite? Les scènes représentées à Tassili en Adjer sont très étranges. On y voit le Sahara à une époque fertile, avec des girafes, des antilopes et d'autres animaux que l'on ne trouve qu'en Afrique centrale. On peut également observer des images bizarres représentant ce que les archéologues ont appelé les Martiens ou les hommes de l'espace. Ils portent un équipement étrange et ressemblent à des extraterrestres. Les pétroglyphes que l'on voit là-bas sont incroyables. On dirait des astronautes modernes, avec leurs combinaisons et leurs casques à visière. Si l'on en croit la légende, les habitants du Sahara de l'époque ont reçu la visite de ces visiteurs au moment où le climat allait changer. Peut-on imaginer que ces peintures des anciens astronautes aient été faites alors qu'ils étaient venus aider la population locale à se mettre à l'abri, dans une nouvelle zone géographique, à l'aube de la désertification? Des extraterrestres ont-ils vraiment visité cette région il y a des millénaires? Si oui, l'ont-ils fait pour prévenir la population d'un changement climatique et déclencher une vaste migration? C'est ce qu'indique la théorie des anciens astronautes. Les anciennes légendes d'une tribu d'Afrique occidentale, les Dogons, pourraient d'ailleurs en être la preuve. Si l'on en croit la légende, les Dogons auraient été guidés par un dieu extraterrestre, le Nomo, jusqu'aux rives du Niger, où les terres resteraient fertiles. Ils ont dû traverser la région inhospitalière du Sahara pour trouver leur terre promise. D'après leur propre récit, ce sont les dieux extraterrestres qui les ont conduits jusqu'au nouveau berceau de leur civilisation. Les Nomos ont été décrits arrivant à bord d'une sorte d'aéronef. D'après les observations faites par les Dogons, il s'agissait manifestement d'ovnis. Ils décrivaient un grand disque tournoyant, produisant beaucoup de bruit et de vent lors de son approche. Et les Nomos sont apparus. C'est un récit très intéressant que l'on trouve dans différentes cultures, celui d'êtres descendus des cieux. S'agissait-il de dieux ou d'extraterrestres?
Les Dogons sont aujourd'hui encore persuadés qu'ils sont les descendants des Nomos, des dieux étranges venus du système de Sirius. Les Dogons font référence au système solaire de Sirius. Ils sont convaincus que les Nomos en provenaient. Ils parlaient d'un système binaire qui n'a été identifié que bien après leur migration. Comment est-ce qu'ils pouvaient en avoir connaissance? Cette légende racontant le contact entre leurs ancêtres et une forme d'intelligence non humaine a pris une importance capitale dans la culture des Dogons et est devenue leur point de référence principal. Et si les Dogons sont bien les descendants de ce peuple vivant autrefois dans la région de Tassili et Nadjer, comment auraient-ils pu arriver sur les rives du Niger en traversant le Sahara sans aide extérieure? Les peintures rupestres de Tassili et Nadjer et les légendes Dogons sont-elles la preuve d'un contact avec des extraterrestres dans un passé lointain, comme l'indique la théorie des anciens astronautes? Il existe peut-être un autre indice, à l'autre bout du monde, dans un site archéologique situé près de la ville de Shifeng, en Chine. Là-bas, des chercheurs ont trouvé, entre autres, des pierres gravées vieilles de 5000 ans. Elles auraient été façonnées par un peuple du néolithique, les Hongshan. Les Hongshan sont un peuple chinois connu pour leurs étranges statuettes de jade, représentant des êtres à tête allongée, évoquant des extraterrestres. Parmi tous les vestiges de la civilisation Hongshan, voici le plus étrange. Une pierre gravée représentant pour beaucoup de chercheurs la chute d'un météore gigantesque, similaire à celui qui aurait frappé cette région autour de l'an 3000 avant Jésus-Christ. Nous avons de solides indices permettant de démontrer qu'une catastrophe terrible se serait déroulée entre 3113 et 3116 avant Jésus-Christ. Une équipe de chercheurs de Harvard et Princeton a observé les glaciers situés dans la partie péruvienne de la cordillère des Andes. En réalisant ces fouilles, ils ont établi qu'il y a eu une période de refroidissement massif, suffisamment brutale pour que l'on retrouve des mammouths gelés avec leur nourriture dans la gueule. Il s'agissait d'une glaciation totale. Serait-il possible que les humains de l'époque aient pu être alertés de la chute d'un météore sur Terre qui n'arriverait que plus d'un siècle plus tard? Tout porte à croire que des dieux extraterrestres ont alerté les hommes de l'imminence d'une catastrophe et qu'ils leur ont permis d'y échapper. S'il est établi que ces gravures datent d'avant ce cataclysme, cela signifie que quelqu'un a informé les hommes de ce qui allait se produire. Selon la théorie des anciens astronautes, les Hongshan ont été alertés par des extraterrestres. On peut se demander s'il s'agit de coïncidence, ou s'il existe une intelligence quelque part capable de contrôler les météores et les comètes. En tout cas, nos ancêtres en semblaient convaincus. On peut imaginer que certaines comètes soient conçues pour apporter la vie, mais aussi que d'autres aient pour objectif de semer la destruction. Les Hongshan, comme les ancêtres de la tribu Dogon, ont-ils réellement été alertés de l'imminence d'une catastrophe par des extraterrestres, comme le défendent les partisans de la théorie des anciens astronautes? Si oui, pourquoi? Ces êtres avaient-ils pour volonté de sauver les habitants de la Terre? Ou bien avaient-ils de plus sombres desseins? De ceux qui pourraient changer à jamais le destin de l'humanité. 8 novembre 2011. Un astéroïde de 400 mètres de diamètre frôle la Terre, la manquant de justesse, et traverse l'orbite lunaire. C'est ce qu'on appelle un objet géocroiseur. C'est un signal d'alarme. Il nous rappelle que la menace est réelle, qu'ils peuvent passer très près de nous et qu'un jour ou l'autre, l'un d'eux percutera la Terre.
Il existe près d'1 million d'astéroïdes géocroiseurs, dont certains suffisamment grands pour causer un cataclysme, capables d'anéantir une ville tout entière et de tuer des millions de personnes. La chute d'un astéroïde pourrait être dévastateur pour notre planète. Le Soleil resterait masqué des années, ce qui entraînerait une nouvelle ère glaciaire et une famine généralisée. Si l'on en croit les scientifiques classiques, un astéroïde de 9 km de diamètre a percuté notre planète il y a 65 millions d'années. Il aurait entraîné un cataclysme qui a changé à jamais le visage de la Terre. Le cratère Chicxulub se trouve dans le Yucatan, au Mexique. C'est le plus gros jamais découvert sur Terre. Il mesure 180 km de diamètre. Il est gigantesque. Il est dû à un événement qui s'est produit à la fin de la période du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Et il a entraîné une extinction massive. La plupart des espèces animales et végétales de l'époque ont été balayées, en particulier les dinosaures. Beaucoup de chercheurs étudient encore les causes de l'extinction des dinosaures. Ce cratère représente pour eux l'arme du crime encore fumante de cet épisode. On imagine l'énergie produite par cet impact en considérant sa taille. L'équivalent de 100 millions de mégatonnes de TNT. On ne connaît pas d'autres cratères aussi vastes. Mais d'autres météores de cette taille ont certainement déjà percuté la Terre. Un tel cataclysme n'est-il dû qu'à la malchance, à une sorte d'accident intergalactique? Ou bien s'agirait-il d'un acte réfléchi, comme l'indique la théorie des anciens astronautes? Et si oui, pourquoi? On peut imaginer que si des extraterrestres ont cherché à exterminer les dinosaures, c'était pour rendre la Terre plus sûre pour une population humaine à venir. Toutes ces catastrophes, ces raz-de-marée, ces séismes ayant entraîné des extinctions de masse, avaient peut-être cet objectif. Imaginez notre existence avec de gigantesques prédateurs, risquant à tout moment de débarquer dans nos villes. Pourquoi les extraterrestres cherchaient-ils à nous protéger? La réponse est très simple. Parce que nous sommes leur progéniture. Ils nous traitent comme s'ils étaient les créateurs et nous les créatures. Ils définissent le sort de l'humanité en fonction de leurs besoins. S'ils arrivent à la conclusion qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils n'auront qu'à nous éradiquer purement et simplement en déclenchant un cataclysme global qui les débarrassera de nous. On sait déjà que si les extraterrestres nous rendent visite, leurs intentions peuvent être bonnes. Mais pendant les catastrophes naturelles, comme les tsunamis, les inondations, les tornades, faut-il s'inquiéter de leurs apparitions? Que nous nous regardions sous un jour religieux ou scientifique, nous nous considérons en général comme des êtres supérieurs. Nous pensons qu'il ne peut exister quelque chose d'aussi extraordinaire que l'être humain ailleurs dans l'univers. J'imagine très bien que les extraterrestres puissent un jour en avoir assez de notre arrogance et de notre ignorance. Ce manège dure depuis des siècles. Mais nous persistons à croire que nous sommes les êtres supérieurs. Alors les extraterrestres pourraient encore nous punir. Compte tenu de la technologie ultra avancée dont ils disposent, pourquoi les extraterrestres ne contrôleraient pas les catastrophes pour influer sur notre destin? Nous savons que nos ancêtres ont survécu à de terribles cataclysmes. À chaque fois, il y a toujours eu la manifestation d'une intelligence venue d'ailleurs, cherchant à nous aider et à veiller à notre survie. La question est, si un événement similaire devait se produire à l'avenir, pourrions-nous compter à nouveau sur l'aide d'une intelligence non humaine? Des séismes dévastateurs, des inondations mortelles, des éruptions cataclysmiques et des astéroïdes destructeurs.
Toutes ces catastrophes majeures sont-elles de simples phénomènes naturels? Ou bien l'homme n'est-il qu'une infime partie d'une expérience cosmique menée par des forces venues d'ailleurs? Des extraterrestres manipulent-ils notre histoire dans le but de nous tester, de nous rendre plus forts? Ou bien préparent-ils simplement un nouveau bouleversement où l'humain n'aurait plus sa place?